Bonjour à tous, bienvenue sur charentelibre.fr. Coup de projecteur aujourd'hui sur un sujet qui nous touche tous, auquel nous sommes presque tous confrontés à un moment donné de nos vies. Devenir propriétaire en Charente en 2021, c'est donc le thème que nous avons décidé d'aborder au cours de ce débat aujourd'hui. Est-ce qu'il est compliqué ou plus compliqué qu'avant de devenir propriétaire en Charente? Est-ce que l'accès à la propriété reste l'apanage des plus fortunés, inaccessible aux plus modestes? Ou est-ce que nous pouvons tous y prétendre? Comment a évolué le marché? Comment va-t-il évoluer? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin. Donc notre émission vous est proposée en direct sur le site internet de Charente Libre et en Facebook Live. Vous pourrez retrouver d'ailleurs cette émission en replay et la visionner à loisir à compter du milieu de la matinée. Je précise d'emblée que cette émission avec nos invités se déroule sans masque puisque nous avons tous ici le pass sanitaire. Voilà. Je vais vous présenter les invités qui vont m'accompagner ce matin pour aborder cette question et c'est une présentation par ordre alphabétique. On commence avec Camille Amann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de l'agence Valois Immobilier. Valois Immobilier, ce sont deux agences à Angoulême, une à La Couronne, une à Vars, c'est cela. Et vous êtes aussi à la tête de l'agence Robert de La Rochefoucauld. C'est l'une des plus anciennes agences immobilières de Charente. Tout à fait. Valois Immobilier, peut-être que ce nom ne parle pas à tout le monde, c'est en fait le nom de ce qu'on connaît à Angoulême sous le nom de l'agence AVI Franimo, qui est donc un nom qui est un peu plus connu des Angoumoisins. Catherine Chargelec, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe de Noalis. Alors Noalis, c'est le bailleur social bien connu qui est implanté en Charente. Je crois que vous êtes à la tête de 5000 logements. En Charente. En Charente. Mais 10 000 à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc avec vous, alors on peut se demander qu'est-ce qu'un bailleur social dont la nature même, c'est l'offre sociale, vient faire dans ce type de débat. A priori, on estime que vous proposez plutôt une offre de location aux résidents. Et nous allons voir dans quelques instants qu'il ne faut pas se fier aux idées reçues. Corinne Couder, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la société de courtage Taux Moins Cher. Oui. Vous êtes chargée en particulier de la gestion des agences d'Angoulême et de Cognac. Votre groupe a été fondé en 2007, vous m'arrêtez si je me trompe, à Angoulême. C'est un groupe qui a été fondé ici, qui compte une quinzaine d'agences aujourd'hui en France, essentiellement dans le sud-ouest, mais vous en avez aussi une notamment à Paris. Taux Moins Cher, donc c'est 500 dossiers que vous gérez en Charente par an. Vous recevez à peu près un millier de ménages. Oui. Et le courtier, alors pour faire simple, pour le dire assez vite, c'est celui qui guide l'acheteur pour lui conseiller la meilleure banque, le meilleur taux, qui négocie à votre place. Voilà, c'est pour rappeler. Vous avez une vision globale du système bancaire. Exactement. Claudie Frémont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le banquier de service dans cette table ronde. Vous êtes le directeur de la prescription tout marché au Crédit Agricole Charente-Périgord, responsable donc du pôle immobilier. La Banque Verte, c'est un partenaire incontournable des Charentais, puisque je crois, vous m'avez dit qu'une personne sur deux qui emprunte sur le territoire charentais passe par les services du Crédit Agricole. Voilà. Vous avez à quoi, un millier de salariés, 1200? On a 1250 salariés, et 94 agences. Je remercie la Galerie MR de nous accueillir aujourd'hui dans ses murs, ou plus exactement dans sa péniche, puisque nous sommes à cet instant sur les berges de Port-Loumo. Je vais commencer avec vous, Camille Amann, si vous voulez bien. On commence par poser le débat. Faites-nous un petit topo sur le marché charentais. Il se porte bien, il est en plein boom, il est dynamique. Quels sont les mots que vous avez envie d'employer pour le qualifier, pour le définir? Alors c'est un marché qui est très dynamique, qui est très tonique. Plus généralement en France, il ne s'est jamais vendu autant de maisons et de biens que depuis 2020, malgré les confinements. Et dans ce contexte-là, la Charente tire son épingle du jeu parce qu'on a effectivement un marché qui s'emballe presque, beaucoup d'acheteurs. Et face à ça, un nombre de biens à la vente qui reste à peu près identique. Donc on a des prix qui montent, on le constate un petit peu partout, et c'est la conjonction d'un rattrapage après le Covid, de l'attractivité de la Charente, je dirais, notamment de la place d'Angoulême, qui attire des populations nouvelles, une population étudiantine, des entreprises. Tous ces facteurs font que ça porte le marché, et on le voit bien au quotidien quand on regarde le prix des annonces, ça a tendance à monter au niveau des loyers, au niveau des
des prix à l'acquisition, des appartements, des maisons. Et même s'il y a des diversités entre Angoulême et le reste de la Charente, on a quand même une tendance, une lame de fond qui est à la hausse et les prix grimpent. Donc, c'est ce qu'on constate, nous, au quotidien dans notre activité. Donc, vous avez dit, c'est beaucoup à Angoulême, c'est à Cognac aussi, c'est à la campagne, c'est à la ville, c'est un peu partout qu'on a cette tendance-là? Alors, on a la plus forte hausse, là où ça s'emballe le plus, c'est sur Angoulême. On a des prix qui montent jusqu'à plus 36% sur 2 ans, donc à peu près 18% et 18%. Là, c'est très très fort, très, très significatif. Des offres qui se font au prix, des surenchères même parfois sur certains biens. On va en parler un petit peu plus tard si vous voulez. Et sur le reste de la Charente, donc on a sur le Nord Charente des acheteurs qui sont plus attirés par la ruralité. C'est souvent des gens, soit des Charentais, mais également des nouveaux arrivants qui sont en télétravail essentiellement. Donc voilà, des disparités, mais sur toutes les zones, on constate une hausse des prix. Alors, pour que je comprenne bien, il y a beaucoup de biens à vendre où il n'y en a jamais eu aussi peu. Peut-être un autre interview ou un autre intervenant, celui qui souhaite. Moi, je dirais qu'il y a, en fait, il y a pas assez de vendeurs, il y a beaucoup trop d'acheteurs. Donc, ce qui rend globalement, et notamment sur une augmentation des prix. Après, il faut savoir que la Charente, en fait, c'est l'après-Covid et ça devient un territoire attirant pour les Parisiens, pour les Bordelais. Le travail déplacé, le télétravail fait qu'ils veulent acheter sur notre territoire des biens qui sont largement abordables. Le prix d'un bien, en mètre carré, ça va être 1600 €. Là, sur des maisons, on est entre 1500 et 1700 à peu près. Sachant que sur Bordeaux, on est à 5300. Avec des... Je vous ferai repréciser également un peu les chiffres un peu plus tard si vous voulez. Donc aujourd'hui, l'effet Covid fait qu'ils veulent un bien sur la Charente, ils veulent du vert, ils veulent une notion de bien vivre sur notre territoire. Cela fait qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs qu'on avait auparavant. Est-ce que vous diriez que le marché, il est tendu? Il est dynamique et tendu. Il est très dynamique, tendu, parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'offres. Et les biens partent très vite. Ça veut dire que quand un bien est à la vente, on voit que les durées de vente ont été divisées par 2 sur Angoulême. En général, avant, ça se vendait en 3 mois, en une centaine de jours. Maintenant, on est plutôt sur 45 jours sur Angoulême. Donc, dès qu'un bien arrive, il se vend rapidement. Il faut l'imaginer un peu comme un flux continuel. Et c'est ça qui fait qu'il y a peu de biens à la vente. Et quand on dit rapidement, ça peut être un bien est mis en vente, ils se vendent sur la journée. Est-ce qu'on a dans des délais comme ça ou... Ça arrive, oui. Nous, on a des biens qu'on a vendus dans la journée, en une visite. Ce qui n'arrivait quasiment pas avant. C'est assez nouveau et les acheteurs sont pressés, sentent qu'ils sont en concurrence avec d'autres acheteurs et sont prêts à dégainer, ont déjà fait leurs études auprès de courtiers, auprès de banquiers auparavant, donc savent ce qu'ils peuvent emprunter. Et on a des ventes dans la journée. Longtemps, on s'est dit que c'était pas compliqué d'acheter un bien en Charente. Enfin, on trouvait assez facilement. Finalement, c'est terminé ce temps-là. Peut-être Corinne Couder, vous voulez nous en dire un mot? On conseille beaucoup nos clients justement à ce sujet, on les éclaire, surtout les Charentais. Votre article ce matin le signalait, le Charentais souvent voulait négocier le prix de la maison. Donc aujourd'hui, quand on les reçoit en amont pour justement calculer cette enveloppe, on leur dit bien attention, aujourd'hui les prix que vous voyez, sans non plus tomber dans l'exagération, mais attention, il se peut qu'il y ait plusieurs acheteurs et le prix sera difficilement négociable. Voilà, ça tout de suite aujourd'hui, depuis peu je dirais, depuis le début d'année, on les avertit vraiment beaucoup pour qu'ils aient la réaction et on s'est adapté. J'ai la chance moi d'avoir une agence sur Bordeaux, donc je connais un petit peu déjà le marché bordelais. Et donc, on a mis en place ce qu'on faisait sur Bordeaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque personne qui vient nous voir, on lui délivre un certificat de faisabilité pour qu'il montre aux professionnels de l'immobilier ou aux particuliers, si toutefois il a affaire aux particuliers directement, qu'il a déjà fait les démarches et qu'il sait à combien il peut prétendre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ça, ce qu'on ne voyait absolument pas, c'est qu'une visite et la personne dit oui et s'engage sur le bien au prix. Pour rester sur une comparaison un peu générale d'abord du marché, on compare avec Bordeaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des comportements ici qui correspondent à ceux des Bordelais. Je crains aujourd'hui, mais ça c'est à l'agent immobilier, à vous Camille, de répondre. À Bordeaux, clairement, ils ont une liste d'acheteurs qui est classée dans l'ordre en fonction de leur rapport, souvent, ou alors s'ils sont sûrs qu'ils ont bien ce que je expliquais, le certificat,
Et donc, quand le bien arrive, eh bien, l'agent immobilier, il va choisir son acheteur. Voilà, alors je ne sais pas si on en est encore là. Hein. Vous en êtes là à choisir, vous pouvez choisir, c'est un vrai luxe. Mais c'est vrai que c'est des comportements qu'on ne constatait pas sur la Charente, mais qui commencent à... Des comportements qu'on observe à Bordeaux, à Paris. Donc il y a effectivement ça. Hein. On a eu un bien, par exemple, où il y a eu 3 offres au prix. Alors là, comment déterminer est-ce que c'est le premier à arriver? Est-ce que c'est en fonction de l'apport? Donc ça pose des nouvelles questions. On n'avait jamais le cas avant. Les visites virtuelles aussi, les gens maintenant nous disent, des Parisiens, des Bordelais, on n'a pas le temps de venir sur Angoulême, mais on souhaite acheter sur Angoulême. Est-ce que vous pouvez nous faire une visite virtuelle? C'est des comportements, avant les gens se déplaçaient parce que c'était des Charentais qui achetaient à des Charentais, globalement. Hein. Maintenant, nous, dans nos acheteurs, j'ai fait les statistiques sur nos 100 dernières transactions, 40% sont des non-Charentais. D'accord. Alors c'est un point qu'on va aborder aussi un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Vous, Claudie Frémont, vous qui vous occupez du Crédit Agricole, à la fois en Charente et dans le Périgord, entre la Dordogne et la Charente, il y a des disparités, il y a des choses singulières. En termes de prix, alors, les biens charentais sont nettement moins chers que la Dordogne. Et en plus, en Charente, les biens sont, ce que je disais tout à l'heure à Camille, sont mieux décorés. Il y a du goût. C'est comme l'emplacement aujourd'hui dans la péniche, c'est fait avec goût. Et moi, j'ai toujours trouvé que les prix en Charente n'étaient pas assez élevés. Donc je pense qu'on revient à un vrai marché. On n'est pas en dessous du marché aujourd'hui. Donc, mais vous avez tous le sentiment que ça ne va pas durer, et que ça ne dure pas déjà, et que ça... Ça ne va pas durer... on n'a pas dit ça, que ça ne va pas durer. Après... Aujourd'hui, si vous voulez, si on fait un atterrissage au niveau de des crédits mis en marché jusqu'à la fin de l'année, normalement, on va dépasser 20% de plus sur le territoire par rapport à l'année passée. C'est excellent. 2022, c'est vrai que 2022 est très proche, il y a les présidentielles. Donc ça, il y a peut-être aujourd'hui toujours un pas en arrière par rapport à des présidentielles, sachant qu'aujourd'hui, depuis des années, les présidentielles n'ont pas forcément freiné l'engouement à l'immobilier. Donc aujourd'hui, les agences immobilières, tant qu'elles ont des biens, elles vendront. Les banquiers, tant qu'on a des clients qui veulent acheter, on prêtera. Et on a envie de prêter sur le territoire. Est-ce que vous voyez des différences, toujours pour comparer Périgueux et Angoulême par exemple, plus d'autoconstruction d'un côté, plus de... Alors, il y a beaucoup plus de projets un constructeur de l'autre. Bon, si on scinde les deux, en fait, il y a beaucoup plus de diffus en Dordogne par rapport à la Charente. La Charente, il y a beaucoup de lotissements. Et en Dordogne, beaucoup d'autoconstruction. Bon, sachant que l'autoconstruction va se raréfier au fil de l'eau parce qu'il y a quand même des normes qui arrivent. Là, on arrive à la fin de la RT 2012. Aujourd'hui, chaque client qui souhaite faire construire, il a tout intérêt à déposer son permis avant le 1er novembre pour bénéficier des RT 2012. Donc, pour éviter une hausse de 6 à 10% d'augmentation par rapport à son projet. Sachant qu'aujourd'hui, sur la Charente, une construction, en moyenne, c'est à peu près 170 000 euros. L'achat d'un bien, c'est 157 000 euros. Donc, il y a un décalage. Après, on n'a pas à faire même prestation non plus. Si vous voulez bien, abordons maintenant un sujet. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose sur la crise sanitaire? Comment est-ce qu'elle a agi sur le comportement des acheteurs sur le marché ou sur le business en général? Un effet accélérateur, on va dire. Alors, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Quand on revient en mars 2020, les gens pensaient qu'il y aurait une crise immobilière. Et on avait peur de ça même. Parce que c'était une crise, la crise sanitaire risquait par contagion de contaminer donc l'immobilier. Finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est intéressant. Tout a été gelé pendant la durée du confinement. Et après, il y a même eu un effet rattrapage. Les gens ont eu envie de plus de verdure, après 1 mois et demi de confinement. Ils ont eu envie d'une pièce supplémentaire, ils ont eu envie de tout ça. Et donc, on a eu vraiment un basculement à ce moment-là, très fort, avec un effet rattrapage à partir de juin 2020. Et ça s'est observé sur les confinements postérieurs. Donc, des comportements qui changent. Et nous, on l'a vu, il n'y a pas eu d'exode massif de Parisiens qui sont venus à Angoulême, comme on pouvait le présager, mais le prévoir. Mais finalement, il y a eu quand même un début de transhumance et des gens qui ont dit on veut une résidence secondaire ou mi-secondaire, mi-principale, on fait du télétravail. Et ça a été très fort. Et donc oui, c'est une tendance
avec le télétravail qu'on a observé au niveau de l'immobilier. Et juste avant donc, que le Covid intervienne, on était dans un moment particulièrement... En 2019, c'était une excellente année Oui, c'était en termes dynamique. d'immobilier, C'était sachant qu'en termes de transactions 2020 par rapport à 2019, c'est 4% en moins. Donc en fait, il n'y a pas eu une chute considérable, en tout cas pas significative. D'accord. Donc on a bien compris, il y a eu un premier confinement et avec un premier phénomène au confinement, il y a eu un gel absolu total et ensuite donc vous nous expliquiez qu'il y a eu non seulement un rattrapage, mais on est arrivé dans un moment jamais vu. Tous les maillons de la chaîne en mars 2020 ne pouvaient pas travailler. On n'était pas outillés au niveau des notaires, des agents immobiliers. On n'avait même pas le droit de faire de visite à ce moment-là. Et en novembre 2020, c'était la même chose. Mais entre-temps, tout le monde s'est habitué, tout le monde s'est adapté ses outils. Et donc, les notaires ont pu faire des signatures digitales, etc. Les banquiers aussi ont continué leurs efforts dans la digitalisation. Et les agents immobiliers ont pu faire les visites en mars 2021. Donc, tous les maillons de la chaîne, de la chaîne immobilière se sont adaptés et étaient prêts pour le confinement de 2021. Donc maintenant, c'est entré dans les mœurs. Du côté de Noalis, on parlera un peu plus tard de vos spécificités en tant que bailleur social. Comment vous avez traversé cette crise sanitaire? Comment vous avez continué à tisser du lien avec les futurs acheteurs? Alors effectivement, on a eu un peu le même phénomène. Pendant le confinement, il y a eu un gel des contacts, des relations, des visites. Mais on a aussi connu ce phénomène de rattrapage à la sortie du confinement. Sur l'activité particulièrement de la vente, nous avions justement, pour maintenir un certain volume, lancé des offres promotionnelles. Et ça a très très bien marché et on a réalisé quasiment les mêmes résultats en 2020 qu'en 2019. Ça veut dire que la digitalisation, c'est un nouveau moyen que vous utilisez désormais dans vos métiers et vous pensez qu'au-delà de la crise sanitaire sur laquelle nous espérons qu'on arrive au bout, on va continuer de ce point de vue-là, c'est votre sentiment? Oui. Claude Dufresne. Oui, complètement. Aujourd'hui, on est capable d'acheter à distance, on va dire tous les biens. Auparavant, on pouvait acheter à distance un véhicule. Aujourd'hui, une maison, un appartement, on peut l'acheter à distance. En plus, avec, on va dire, du digital, en fait, du face-à-face, on arrive à négocier, à visiter, à faire concrétiser des rêves pour nos clients tous. De la même façon, on négocie des taux à distance aujourd'hui. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui va être ancré. Maintenant, quand quelqu'un nous contacte, on lui demande s'il préfère venir à l'agence ou s'il préfère qu'il reste chez lui et qu'on fasse l'entretien à 18h, 19h. Voilà, ça, c'est beaucoup plus agréable. Et souvent, le client apprécie parce qu'il peut rester chez lui. Des fois, il y a des enfants en bas âge. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est calé, on partage notre écran. Alors, on peut comprendre assez... vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose. Et nous, on a créé il y a quelques années une agence en ligne qui s'appelle Mon Agence. Aujourd'hui, cette agence représente 10% de notre production en habitat. Donc, les clients ont pu voir leur banquier en face à face, et juste par téléphone ou par web. Alors on peut comprendre assez que pour une transaction bancaire ou pour la négociation d'un taux, on fasse les choses à distance et que ce ne soit pas non plus impossible. En revanche, pour visiter un appartement, alors, que ce soit chez vous ou que ce soit par le biais de Noalis, vos métiers, c'est quand même le contact direct avec les gens. Et malgré tout, vous avez dû vous adapter et vous adaptez? Alors, il y a deux cas de figure. Nous, on a eu des gens qui ne pouvaient pas se déplacer, notamment des investisseurs qui voulaient visiter. Donc, on a mis en place des visites à partir de Skype ou WhatsApp, donc sans visite physique. Mais déjà, ça permet d'avoir un bon premier aperçu. Et deuxièmement, donc, vous savez, il y a toutes les visites virtuelles maintenant qui se sont développées où on peut un peu naviguer dans l'appartement ou dans le bien immobilier à 360 degrés. Et alors, ce qui se développe maintenant aux États-Unis, on songe à s'y équiper, c'est carrément les lunettes de réalité augmentée et virtuelle. Donc là, on peut faire venir quelqu'un à l'agence et lui mettre à disposition ça. Et donc, en fait, bon, faut avoir filmé au préalable, mais ça permet à la personne, même de chez lui, il pourrait techniquement se déplacer dans l'appartement ou dans la maison à acheter. Et là, on est vraiment dans une autre dimension. Et on passe vraiment un cap où la visite physique est importante, mais devient moins importante, en tout cas en première visite. Chez vous, chez Noalis, où vous êtes dans la proximité ou dans l'hyper-proximité, est-ce que vous en êtes là ou pas encore?
Alors, on a développé les visites virtuelles, mais c'est vrai qu'on s'adresse principalement à des ménages charentais et qui n'ont pas l'habitude d'acquérir des biens immobiliers et où la visite reste malgré tout quelque chose d'important pour se décider. Donc on a mis en place un protocole sanitaire particulier pour faire ces visites-là en toute sécurité, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs. Tout à l'heure, donc on a parlé de l'effet Covid. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, Claudie Frémont, mais il n'y a pas que l'effet Covid qui explique la situation actuelle. Est-ce que la nouvelle réglementation thermique, par exemple, qui va se mettre en place, est un élément? Il y a d'autres choses? Oui, il y a quelque chose qui est important quand même au niveau d'un prêt, c'est quand même les taux de prêt. Pour info, en 2012, on prêtait sur 15 ans à peu près à 3,13. Aujourd'hui, on prête à 0,85. Alors, pour le matérialiser, c'est dire à un moment donné, un emprunteur en 2012 qui empruntait 110 000 euros sur 15 ans, il avait une mensualité, on va dire, de 750 euros. Aujourd'hui, avec un taux différent, 110 000, il aura 651, donc plus de 100 euros de moins, ou un budget supplémentaire à peu près de 20 000 euros. Donc au lieu d'emprunter 110 000, il est en capacité d'emprunter 130 000. Alors, il est vrai qu'il y a aussi l'effet inflation au niveau des prix, mais entre 2012 et 2021, l'inflation n'est pas si importante sur nos régions. Donc ça, plus de capacité, plus de pouvoir d'achat pour nos clients. D'autres mesures aussi, on aurait pu croire que 2020 et 2021, on aurait atteint un frein au niveau des prêts par rapport aux mesures de la HACF, le Haut Conseil de stabilité financière, qui en fait a donné des consignes en 2020 en disant vous ne pouvez plus prêter, il faut respecter un taux d'effort de 30% avec une durée maximum de 25 ans. Donc ça, taux d'effort, vous pouvez nous préciser ce que c'est? Je pense que c'est pas extrêmement clair pour le grand public. Vous avez raison, c'est la mensualité du prêt avec l'assurance d'essai du prêt sur les revenus globaux de l'emprunteur. Et ça, ce taux d'effort ne devait pas dépasser 33% et une durée maximum de 25 ans. En 2020, on est passé de 35% de taux d'effort avec une durée maximum de 27 ans. 324 mois. On va revenir si vous voulez bien un peu sur la partie strictement bancaire, sur les taux, sur les rendements tout à l'heure. On reparle un petit peu si vous voulez bien des prix, je pense que ça intéresse beaucoup les gens, évidemment. Donc on a parlé de la rareté des biens, on a dit que ces biens ont augmenté. Devenir propriétaire, donc ça coûte plus cher aujourd'hui qu'hier en Charente. Vous avez donné déjà quelques chiffres tout à l'heure, Camille Amann. Vous pouvez nous préciser les choses. Redonnez-nous quelques éléments chiffrés sur cela. Alors, comparé à beaucoup de départements en France, la Charente reste un département où les prix sont encore raisonnables. On était à peu près en 2019 à 1300-1500 euros du mètre carré, donc là je raisonne en euros par mètre carré, en moyenne sur la Charente, et ça a eu tendance à augmenter. On est plutôt maintenant vers les 1500 euros et ça monte dans les 1700 euros sur Angoulême. On sent bien une dynamique forte, ça reste raisonnable comparé à la Charente-Maritime, à la Gironde et évidemment la région parisienne. Mais voilà, passer de 1300 à 1700 euros, on sent qu'il y a au moins 30% d'augmentation. Donc ça, c'est les prix. Il n'en demeure pas moins qu'en Charente, on peut acheter une belle maison proche d'Angoulême, à 10 minutes du centre-ville. Je pense notamment dans des zones type le plus moyen, pour moins de 300 000 euros avec piscine. Ça, c'est assez rare en fait en France, les départements qui bénéficient d'un climat comme le nôtre et où on peut s'acheter ce type de maison avec ses prestations de qualité. Donc ça reste accessible. On peut acheter des petits appartements, des studios à moins de 100 000 euros sur Angoulême. On peut acheter des charentaises, enfin des demeures typiques dans le Nord-Charente. Donc tout ça, c'est permis et ça attire différents types de clients, comme on le disait, entre des gens en reconversion, des retraités, et voilà. Donc les prix sont certes en hausse, mais partant d'une base assez basse, sont encore raisonnables et accessibles. On imagine, Catherine Chargelet, que chez Noalis, on n'est pas dans ces prix-là. C'est quoi le prix d'un bien que vous mettez, vous, sur le marché? Alors, on veille justement à ce que les biens que l'on met sur le marché soient inférieurs au prix du marché. On s'adresse à une... C'est votre particularité, ça. Oui, tout à fait. On est sur de la vente sociale. On s'adresse à des ménages qui sont sous conditions de ressources et qui ne trouvent pas justement
leur bonheur sur le marché privé. Donc, pour pouvoir leur permettre d'avancer dans leur parcours résidentiel, on leur propose une offre qui est à un prix accessible. Pour donner une référence, sur 2021, le prix moyen de ce qu'on a vendu est de 83 000 €. Moi, je raisonne en logement, parce qu'on a vendu un peu plus de type 3, type 4. On s'était un peu plus élevé l'année dernière, on avait vendu un peu plus de type 5. Voilà, ce prix moyen est à prendre avec précaution, évidemment, mais ça donne quand même un ordre d'idée par rapport au prix du marché privé. Et puis aussi, ce qui peut rassurer les banquiers, c'est qu'on apporte à ces ménages aussi une sécurisation, c'est-à-dire qu'on les accompagne évidemment dans le montage de leur plan de financement et on offre un pack sécurité, tranquillité, avec une garantie de relogement, une garantie de rachat et une assurance perte à la revente pour faciliter justement la négociation et le montage de leur prêt bancaire. Ça sont les garanties que vous proposez. Voilà, vous ne faites pas du business. C'est de l'accompagnement social, tout à fait. C'est pour rassurer ces ménages qui n'ont pas forcément l'habitude de se lancer dans ce genre de projet, et puis surtout faire en sorte que ça réussisse. Et aujourd'hui, c'est le cas, puisque ces garanties que l'on met en place depuis maintenant une dizaine d'années, on n'a pas eu l'occasion de les faire jouer. Donc ça veut dire que les projets d'accession qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années ont été des succès. Donc vous nous avez dit un bien, c'est à peu près 83 000 € en moyenne. Sur cette année, voilà. Vous avez raisonné Camille Hamann en mètre carré, prix au mètre carré. Oui. Corinne Couder, peut-être vous avez un élément chiffré à nous donner sur un bien moyen en Charente, c'est combien aujourd'hui? C'est quel prix? Alors avec la baisse des taux, le prix moyen a augmenté. Je dirais que le Charentais, alors on va parler, du Charentais d'abord. Le Charentais auparavant avait un prix moyen autour de 140 000 €. Aujourd'hui, on est plus autour de 160 000, 180 000. Voilà. C'est pour ça que je voulais demander, je me permettais de poser une question à Claudie. Quand vous disiez, Claudie, que vous aviez 20% d'augmentation, c'est en engagement ou c'est en encours? Enfin, en nombre. Voilà, c'est en nombre. Voilà ce que je voulais savoir. Et vous avez le sentiment que ces prix vont évoluer comment? Alors, vous n'êtes pas là pour lire. Pour moi, c'est mon petit. Je pense que les prix vont augmenter parce qu'on est quand même sur des zones tendues. Angoulême, Cognac. Alors, regardez, on parle peu de Cognac, mais Cognac, il y a toute la base aérienne de Tours qui sont transférées là sur Cognac, donc ça veut dire que c'est du potentiel, des revenus importants qui arrivent, ils cherchent à acheter. Et aujourd'hui, ils achètent à l'instant T sans forcément faire appel à un emprunt. Donc, je pense que les prix vont augmenter. Pour moi, les fondamentaux sont toujours là. Ça veut dire que les taux sont toujours bas, les taux d'intérêt bancaires. On les voit mal augmenter drastiquement dans les prochains mois. On sent que là, il y a quand même, avec le calendrier vaccinal, on est en train de sortir un peu de la crise sanitaire, donc les gens sont rassurés. L'économie, on pense qu'il y aura une économie favorable dans les mois à venir. Donc, les fondamentaux sont là, et puis il y a un nombre de biens limité, et il y a de plus en plus d'acheteurs. Les entreprises s'installent ou développent des emplois. Je pense aux studios, par exemple les studios d'animation sur Angoulême, il y en a maintenant 150. Je pense à la Saft avec l'Airbus de la batterie qui crée des emplois. Il y a également tout le monde étudiant qui se développe aussi. La Airbus Academy au nord de Angoulême, à Champigny, l'école 42 qui va s'installer juste en face pour former 450 développeurs informatiques à horizon 2023. Donc vous sentez un effet Magélis, vous sentez un effet la nouvelle usine Saft, voilà, ça vous le voyez assez clairement? Angoulême était une ville industrielle qui était un peu endormie et qui se reposait sur des entreprises existantes, et là on a vraiment une nouvelle traction, quelque chose qui vient prendre le relais en termes de croissance. Et 150 studios, on doit être pas loin de 1500, 2000 postes. C'est assez énorme pour une ville de 42 000 habitants. On pourrait peut-être appeler ça le cinéma Vallée. Cinéma Vallée. Mais honnêtement, c'est vrai que ça va drainer. C'est considéré comme la deuxième place du monde des jeux vidéo et de l'animation en France, quand même, derrière Lyon. Donc avec tous les éléments que vous nous avez donnés, vous avez commencé à esquisser un peu le portrait robot de l'acheteur aujourd'hui charentais, et pas que charentais d'ailleurs, parce que vous nous avez dit qu'il y a des Bordelais, il y a des Parisiens. En fait, le portrait il est plus diversifié que jamais, c'est ça? Oui. Alors donc nous, on a fait des statistiques sur nos 100 dernières transactions. On a à peu près 80%, donc 8 acheteurs sur 10, c'est des gens qui viennent pour acheter leur résidence principale ou secondaire.
Et 20%, donc 2 sur 10, c'est de l'investisseur qui vient pour faire de l'investissement locatif et mettre un bien en location, auprès notamment d'étudiants. Et parmi les 80%, alors les vendeurs, on a plutôt des gens qui ont 62 ans en moyenne, qui sont des gens qui arrivent à un stade de leur vie proche de la retraite où ils veulent aller sur de l'habitat un peu plus petit et ils ont moins envie d'entretenir des maisons plutôt grandes parce que leurs enfants sont partis. Majoritairement, c'est ça notre typologie de vendeurs. Et les acheteurs sont plus jeunes, c'est des gens en activité et eux, en général, ont des revenus supérieurs aux acheteurs d'avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était, comme je vous le disais, plutôt des Charentais qui achetaient à des Charentais. Maintenant, les vendeurs sont toujours Charentais, mais les acheteurs sont à 40% non Charentais. Donc là, on a vraiment des chiffres sur ces nouveaux entrants, ces nouveaux habitants de la Charente qui viennent et qui achètent, en fait. Est-ce qu'à votre niveau, chez Noalis, vous avez pu dresser aussi un peu le portrait robot de celui qui a recours à vos services pour acheter? Tout à fait. La totalité de nos acquéreurs achètent pour habiter à titre de résidence principale. Et ça fait partie des conditions. Pour acheter, on s'interdit la vente à investisseurs. 3/4 de nos clients sont des locataires du parc social. Donc on est vraiment dans le cadre du parcours résidentiel. Et 1/4 sont des gens qui étaient locataires ou propriétaires sur le secteur privé, mais qui sont sous condition de ressources. Pareil, 3/4 sont des personnes seules, en tous les cas seules titulaires sur l'acte d'achat. Ils peuvent être en couple, mais une seule tête pour acheter et donc faire le prêt. Et 1/4 sont en couple, et quasiment la totalité sont des actifs, des personnes qui travaillent, qui sont encore en activité. On a une majorité de femmes seules qui achètent, 17%, 17 femmes par exemple sur 32 ventes. Et c'est souvent des projets suite à une séparation, un divorce, et de se relancer sur un projet d'accession. Donc notre offre le permet. Et quasi la totalité de nos acquéreurs sont des ménages de Charente. Évidemment, puisque ce sont en majorité des gens qui sont logés chez vous. Ce que vous appelez le parcours résidentiel, c'est quoi exactement? Oui, majorité chez nous, mais également chez d'autres bailleurs sociaux. Voilà. Donc ce que vous appelez le parcours résidentiel, dites-nous ce que ça veut dire exactement pour que les gens comprennent bien. C'est un ménage qui, dans un premier temps, est locataire, donc locataire du parc social, par exemple, sous condition de ressources, et qui, à un moment donné, peut avoir l'envie de devenir propriétaire. Alors, ça peut être propriétaire de son logement, puisque les logements que nous mettons à la vente, évidemment, sont des logements occupés, et 50% de nos ventes se font au locataire occupant, qui a la possibilité de devenir propriétaire de son logement, s'il le souhaite. S'il ne veut pas être propriétaire, il reste locataire. Un bailleur social ne peut pas donner congé à son locataire. Et puis après, ça peut être d'autres locataires du parc social qui, par les offres que l'on fait, puisque pour vendre un logement social, on se doit de donner la chance à tout le monde. Donc il y a une publicité réglementée avec des avis de presse que l'on peut voir régulièrement dans la presse locale ou aussi sur les sites internet spécialisés, et où les personnes intéressées peuvent formuler une offre dans le délai qui est imparti, qui est de 1 mois généralement. Et à ce moment-là, nous analysons les offres. Et là aussi, où on s'aperçoit un peu de la tension qui se produit sur le marché, c'est que lorsqu'il y a encore 1 an ou 2, on avait 1 à 3 offres par logement. Aujourd'hui, on est plutôt sur 5 à 6 offres par logement. Donc voilà, on a un peu plus de demandes sur ce type de bien. Les gens qui accèdent à la propriété, c'est des gens plus jeunes qu'avant? Est-ce que vous avez pu constater ça ou pas particulièrement? Des gens qui sont... Est-ce que quand on obtient un CDI, on veut tout de suite devenir propriétaire? Est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Un peu plus aujourd'hui. Nous, on constate depuis 6 mois qu'on a des jeunes qui viennent juste d'avoir leur CDI, qui empruntent, qui veulent avoir leur bien. Alors, sans passer par être locataire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont leur CDI, ils vivent encore chez leurs parents, ils ont de l'épargne, et ils viennent nous voir en disant, voilà, nous, on ne veut pas être locataire, payer 650, on préfère directement acheter. Acheter, et puis bon, la pierre reste quand même un refuge, hein, donc c'est encore une belle valeur. Donc ça, c'est un phénomène nouveau?
C'est un phénomène qu'on ne connaissait pas les années auparavant. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un phénomène qui est national ou vous avez le sentiment que c'est un phénomène qui est plutôt national? Alors, écoutez, je vais dire que c'est quand même un phénomène national parce que j'ai le fils d'une amie qui habite sur Paris et qui m'a appelé avant-hier. Il me dit mon fils vient d'avoir son contrat CDI. Est-ce qu'il peut acheter? Il a 27 ans. Il voulait acheter, il venait d'avoir son contrat. Il voulait acheter sur Paris son petit appartement. Donc c'est pas simplement un phénomène charentais, je pense que c'est un phénomène national. Moi, hier soir, 21 ans dans mon bureau, le jeune homme, il avait 21 ans et il peut prétendre à un emprunt parce qu'il a son CDI, il gagne correctement sa vie, il a de l'épargne, il est sérieux dans son comportement bancaire. 21 ans. Dans les phénomènes nouveaux aussi, je crois, Camille Herman, vous avez pu le constater, vous allez nous le dire, des étudiants aussi deviennent propriétaires, ou plus exactement leurs parents, c'est-à-dire qu'il semblerait, dites-moi si c'est exact, que de plus en plus de parents, plutôt que de louer un appartement le temps des études de leurs enfants, s'ils en ont deux en particulier, préfèrent acheter. Oui, alors c'est assez nouveau. Faut percevoir aussi qu'il y a une tension très forte sur le marché du locatif, qui est encore plus forte que sur l'acquisition. Il y a énormément d'étudiants qui cherchent des studios à louer en ce moment, notamment sur Angoulême, et qui ont du mal à trouver. Donc les parents les aident, mais sentent bien que c'est compliqué. Et il faut s'y prendre très très en amont, très en avance, pour être sûr d'avoir un bien à louer. Et dans ce contexte-là, il y a certains parents qui nous ont dit mon fils, ma fille va débuter en septembre sur Angoulême et on a du mal à trouver. Donc plutôt que louer un bien, on se propose d'acheter un des appartements ou studios qu'on a vus au sein de votre agence. Et comme ça, on sait que notre enfant va y rester 3 ans. Ça évite de payer, de jeter entre guillemets par les fenêtres un loyer pendant cette période-là. Et à l'issue des 3 ans, eh bien, soit on le garde et puis on mettra un autre étudiant et on fera de l'investissement locatif, ou bien on le revendra. Puis comme le marché a l'air d'être plutôt porteur en Charente, on fera peut-être même une plus-value. Et ces comportements-là sont assez nouveaux. Et effectivement, il y a des gens qui sont plutôt à la recherche d'un appartement à louer, mais qui finissent par acheter. Donc ça contribue aussi au phénomène. Il y a ça aussi, je rejoins Camille, et d'autre part, il y a une économie d'impôt aussi pour ces emprunteurs. Parce qu'en fait, le fait d'emprunter, ils vont pouvoir déduire leurs intérêts. Certes, des intérêts qui ne sont pas élevés, mais ils peuvent déduire, donc payer moins d'impôts. Propriétaire. On a l'impression que les gens, ils sont d'ailleurs de ce point de vue-là un peu plus aguerris qu'avant. Ils connaissent un petit peu, je ne sais pas si c'est vos métiers que vous les conseillez, mais est-ce qu'ils sont un peu plus au courant? Tous autour de la table, je pense qu'on communique. Il y a tous les réseaux qui fait qu'ils sont au courant de tout ça. Donc, Et grâce à Internet, ils peuvent comparer les taux d'une banque à l'autre, les honoraires d'une agence à l'autre. Et ils sont assez informés. Moi, je suis frappé d'avoir c'est arrivé plusieurs fois, même des investisseurs, des gens qui sortent à peine des études et qui me disent « Je me suis moi-même formé, je veux acheter ma résidence principale, ensuite j'achèterai du locatif parce que je veux, il y a aussi ça, me constituer ma retraite, je veux me créer un patrimoine et grâce à l'endettement bancaire, c'est quasiment l'unique… » C'est un levier pour s'enrichir. Plutôt qu'avoir un patrimoine à la base, j'emprunte et les loyers que me verseront le locataire permettront de rembourser l'emprunt. Et voilà, et c'est des choses qui sont parfaitement intégrées par une partie de la population qui a moins de 25 ans. Ce qui est assez bluffant, moi je suis assez estomaqué. En plus, avec le travail déplacé, la mobilité, j'aurais eu tendance à dire il y a 2 ans, un jeune qui va emprunter, aujourd'hui achète pour du locatif, de manière à rester mobile pour ton emploi et ta résidence principale plus tard. Aujourd'hui, je reviens un petit peu sur cette parole en disant aujourd'hui tu peux acheter ta résidence principale, tu as le travail déplacé, tu peux travailler à distance. Donc les jeunes, il faut qu'ils se lâchent sur leur nouvelle résidence principale. Dans vos métiers, chez Taux Moins Cher ou à la banque, finalement, vous avez des gens qui sont beaucoup plus aguerris. Il faut… Oui. J'oserais dire… Ils cherchent l'information. Vous servez à quoi en effet, c'est comme un voyage a priori. On cherche, on prend les informations sur Internet, on essaie de faire par soi-même, on regarde, mais après de rencontrer quelqu'un, un professionnel du financement, je pense que ça permet quand même de cadrer par rapport à soi. Parce que bien sûr, on peut avoir plein d'informations, et heureusement, mais qu'est-ce qu'on veut soi? Voilà. Et ça, c'est vrai d'échanger avec quelqu'un. Il y a encore le côté où on aime le physique, on aime rencontrer la personne. C'est important quand même. Voilà. Et un conseil est bon pour l'un, mais n'est pas bon pour l'autre, puisque chacun fait ce qu'il veut de sa vie, déjà, à la base. Et ça, c'est important, je pense, d'avoir le choix pour soi. Et c'est ça notre job.
c'est bien de personnaliser. Vous nous avez glissé dans cette conversation de quoi le Charentais avait envie. Parce que de ce point de vue-là, les choses ont évolué un peu aussi avec le temps, c'est-à-dire ils veulent un jardin plus grand, un espace plus grand. Est-ce que, pareil, de la même façon, la crise sanitaire a peut-être évolué les choses dans vos demandes? Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, je ne sais pas si c'est une question qu'on peut vous poser chez vous. Si, aussi. Alors, je vous en prie. Tout à fait. Dites-moi comment Oui, vous avez vécu les choses. Prioritairement, les gens veulent la petite maison avec le petit jardin. Enfin voilà, ça, pendant très longtemps, c'était quasiment les seuls biens que l'on vendait. Mais là, on s'aperçoit que, et peut-être justement avec des jeunes, un peu plus, qui ont envie de se lancer dans un projet d'accession, on vend aussi des appartements. De plus en plus sur des résidences, alors évidemment des petites résidences, plutôt Angoulême et Cognac, en zone urbaine, près des transports et des services, mais avec un espace extérieur, un balcon ou des espaces verts autour de la résidence. Oui, on sent qu'il y a ce besoin d'avoir de l'espace à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Mais modestement, hein, pas des grandes surfaces. Ça fait 1 mètre carré, voilà. Mais oui, il y a quand même une exigence sur le fait de devenir propriétaire par rapport aux biens qu'on achète. On n'achète pas pour acheter. En parallèle, les terrains qui sont vendus sont de plus en plus petits. Avant, on vendait plutôt des 1000 m². Maintenant, on tend vers le 500 m², 400 m², parce que les gens veulent avoir un extérieur, mais pas trop d'entretien. Et c'est surtout la réglementation. Et la réglementation, oui. Les PLU, enfin les plans d'urbanisme. C'est la réglementation. Voilà. Ouais. Les petits terrains. Voilà, ça aussi c'est un élément évidemment qu'on n'a pas abordé, mais les PLU désormais imposent un certain nombre de règles qui sont contraintes, mais qui sont pour le coup qui correspondent à aussi, dites-vous, à la demande des gens d'avoir des terrains plus petits. Moi, c'est pour éviter le grignotage des terres agricoles, mais les gens veulent plus petits maintenant, parce que c'est de l'entretien, c'est des tracas d'entretenir une grande surface de plus de 1500 m², donc il y a ça. Je pense que c'est... Ils veulent conserver quand même du temps libre, il y a tout ça. Enfin, ils veulent à la fois du vert, mais pas avoir toutes les contraintes d'un... Exactement. Donc ça, c'est un effet aussi crise sanitaire, c'est-à-dire que on s'est dit, tiens, on est quand même bien si on a un peu d'extérieur, mais quand même pas trop, parce qu'il faut tondre. C'est vrai. C'est un peu ça l'idée. Tailler les arbres. L'effet de la crise sanitaire aussi, ça a été du boni pour les propriétaires aujourd'hui, parce qu'en fait, il y en a plein qui ont fait des travaux dans leur maison. Nous, on a vu l'augmentation du montant du nombre de prêts. On a fait plus 75% en nombre de prêts travaux par rapport à 2019. Donc les gens ont embelli leur maison. Puis ils se sont dit, bah tiens, puis il y a plein de tutos aujourd'hui pour faire des travaux. Donc le bien-être, en fait, cette crise sanitaire a permis à revenir sur du bien-être, à bien vivre, de l'espace, donc à enrichir aussi encore une fois leur patrimoine. Donc aujourd'hui, un bien en 2019 avec une rénovation a pris beaucoup plus de valeur il y a quelques années. J'aimerais qu'on revienne sur un élément que vous avez glissé tout à l'heure les uns les autres, la surenchère. C'est un phénomène qu'on ne connaissait pas du tout, à ma connaissance, enfin selon moi, en Charente, c'est-à-dire que on propose un bien, je dis n'importe quoi, à 180 000 €, et puis ensuite l'acheteur, il va en proposer 175 ou 170, et puis ensuite on discute, on joue un peu les marchands de tapis, et au final on finit par trouver un accord. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, le marché charentais. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire, et quels exemples vous pouvez nous donner? On a vu, nous ça nous est arrivé, des ventes où les acheteurs faisaient le forcing pour visiter parce qu'ils sentaient bien que le prix était raisonnable du bien, qu'il était dans le marché, comme on dit, ça veut dire un juste prix, et qu'on avait 10, 15, 20 demandes pour un bien. Et quand on organise ces visites-là, les acheteurs sentent bien quand ils font les visites qu'il y a du monde, il y a quelqu'un après eux, il y avait quelqu'un avant eux, et donc ça crée un peu une émulation au niveau des... et on est dans une compétition. Les délais, les délais sont vachement raccourcis. Et donc là, les gens ont deux attitudes possibles. Je vous en prie. Et donc il y a deux attitudes possibles. Donc soit on peut faire des surenchères au niveau du prix, ça veut dire vous proposez 175, moi 180. Même parfois dépasser le prix qu'avait fixé le vendeur. Ça arrive quand le vendeur vend en particulier lui-même.
Et à l'inverse, il y a aussi sur les conditions, je pense à ça dans les offres, on peut dire, normalement il y a une condition suspensive, alors c'est technique, mais qui dit si je n'ai pas mon crédit, je n'achète pas. Et c'est une condition qui permet de sortir de l'opération. Et là maintenant on a même des acheteurs qui nous disent je ne mets pas condition suspensive dans le compromis parce que je fais mon affaire personnelle d'avoir ou pas mon compromis. Je prends un risque et même si je n'ai pas mon crédit bancaire, je m'engage à acheter votre bien. Et ça, c'est assez nouveau. Hein. C'est pas une surenchère en termes de prix. C'est une grosse ville. Hein. C'était déjà comme ça sur Paris, Bordeaux, voilà. Et ça arrive encore. Ça veut dire que des gens qui ont les reins solides disent je prends plus de risques en tant qu'acheteur, mais comme je veux vraiment ce bien, je suis prêt à mettre le prix et à rogner un peu sur les conditions qui me protègent, les conditions qui sont dans les actes notariés. En fait. Donc nous étions un peu épargnés en Charente par ce phénomène, et maintenant il nous touche de la même façon que n'importe quelle grande ville de France. Après, sur les villes. Sur les villes, hein. Oui, ça sur les villes, hein. Sur Angoulême et Cognac, ce sera moins, je pense. À la campagne, oui, voilà, à l'extérieur. J'imagine. Confolens, c'est pas le cas. Voilà, sur Confolens, c'est pas le cas. Non, c'est vrai. Ouais. Du côté de Noalis, donc, on a bien compris qu'en fait tout ce débat-là finalement ne vous concerne pas, puisque vous l'avez glissé un peu tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu plus en détail. Avec vous, il n'y a pas de surenchère. Non. Voilà. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez, ou redites-nous un petit peu plus précisément comment vous fonctionnez quand vous mettez un bien sur le marché et quelles garanties sont apportées aux gens. Alors, quand on met un bien à la vente, il y a des formalités préalables à respecter. Tout d'abord, avoir eu l'autorisation du préfet et de la commune d'implantation du bien. Déjà, c'est le premier point. Ensuite, le bien doit avoir plus de 10 ans, être en bon état d'entretien et avoir une étiquette énergétique supérieure à eux, pour éviter des frais importants aux futurs acquéreurs. Lorsque on met en vente, on établit une grille de prix qui est définie au départ, qui est déposée auprès de la préfecture, donc il y a un barème, et on fait un tarif préférentiel pour les locataires en place par rapport aux acquéreurs non locataires, un écart de l'ordre de 5%, pour justement... Préférence. Voilà, exactement, favoriser le locataire occupant. Et donc, lorsque toutes les formalités ont été remplies et que l'on peut mettre le bien en vente, donc les locataires occupants sont contactés en premier, évidemment, puisqu'ils sont prioritaires. Donc, s'ils souhaitent acheter, ils achètent. S'ils ne souhaitent pas acheter, ils restent locataires. Lorsque le locataire s'en va, le logement devient vacant. À ce moment-là, l'offre peut concerner le grand public. Et donc c'est là où nous avons une publicité obligatoire à faire par des annonces légales dans les journaux, sur les sites internet et par un affichage également sur le bien qui est à la vente. Donc, et qui explique toute la procédure, les conditions pour pouvoir remettre une offre et les critères d'éligibilité de cette offre. Donc, une fois que nous avons reçu les offres, quasiment la totalité sont au prix. Voilà, il n'y a pas de surenchère. Alors, il peut arriver qu'on ait des offres inférieures, parfois, quand le ménage estime qu'il y a peut-être des améliorations ou des travaux à faire. Mais là aussi, on est libre de vendre ou pas vendre. Parfois, quand c'est justifié, on accepte de vendre éventuellement à un prix inférieur. Voilà. Mais quasi la totalité de nos ventes se font au prix qui est affiché au départ. Finalement, le travail que vous menez aujourd'hui, vous vendez aussi des biens, ça aussi c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit, mais c'est encore quelque chose de marginal dans votre activité ? Plus tellement. Ça l'a été pendant longtemps. Hein. Depuis tout le temps, un bailleur social peut vendre des logements. Hein. C'était possible. Mais souvent, c'était à la demande du locataire qui occupait son logement et qui se sentait bien, qui souhaitait en devenir propriétaire. Donc ça a été pendant des années comme ça. Mais depuis une dizaine d'années, Noalis a voulu structurer un peu cette activité, décider des logements à mettre à la vente et organiser ces mises en vente. Et depuis 4-5 ans, c'est une activité à part entière. Hein, chez nous, on a un service de 4 personnes qui est dédié à cette activité avec des objectifs non négligeables, puisqu'aujourd'hui, l'activité, le chiffre d'affaires ou la marge qui est dégagée par cette activité devient essentielle dans notre équilibre économique pour financer nos opérations d'investissement. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsque l'on vend un logement, on considère que ça permet d'apporter les fonds propres pour construire 2
logements neufs, où ça permet d'apporter les fonds propres pour réhabiliter 5 logements existants. Donc ça devient une activité à part entière sur notre modèle économique. Qui représente à peu près quel pourcentage sur votre activité totale, cette activité-là? Alors, voilà, qui reste marginal. Notre activité de base, c'est quand même la location, hein, c'est ça notre chiffre d'affaires principal. Mais sur 2021, sur la vente sociale, on va être sur un atterrissage autour de 3 millions en Charente. 3 millions d'euros, pardon. Oui, j'ai bien compris. Souvent, peut-être vos locataires se disent-ils, non, je suis pas capable d'acheter, je ne vais pas avoir de possibilité, mon salaire ne me le permet pas, mes revenus ne me le permettent pas. Globalement, pour prendre quelques exemples un peu concrets, une famille où il y a 2 SMIC peuvent devenir propriétaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le parcours? Nos clients qui ont acheté cette année, par exemple, pour ceux qui étaient seuls, en revenu moyen, ils ont 1,3 SMIC équivalent. Et sur les couples qui ont acheté, ils sont à 2,3 SMIC. Donc ça reste tout à fait accessible. C'est accessible. Du côté de la banque, vous êtes, quand vos clients, les gens qui viennent vous voir, je ne sais pas, un couple qui gagne, je vais aussi donner un exemple, mais peut-être qu'il ne sera pas significatif, et vous essayerez de l'adapter. Un couple qui gagne 3 000 euros par mois, il peut devenir propriétaire, il peut accéder à la propriété. C'est quoi la limite ou c'est quoi le seuil de revenus? Le seuil, on a un seuil quand même aujourd'hui à ne pas dépasser, c'est le taux d'effort. On ne doit pas dépasser 35% de taux d'effort et pas dépasser à ce jour plus de 27 ans. Tant que ce critère est respecté, les comptes fonctionnent bien, tout ça, il n'y a pas de souci, on les suit. Oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas une question de revenus. On peut très bien gagner 5 000 euros par mois et tout dépenser, avoir un mauvais comportement et pas d'argent de côté. Et à ce moment-là, on ne trouvera pas d'établissement bancaire qui voudra faire confiance à quelqu'un qui gère son compte comme ça. Donc vraiment, je pense que bien sûr qu'il faut un minimum de revenus. On va dire qu'il faut des revenus réguliers de travail. Voilà, ça c'est ce qu'il faut dire, je pense. Revenus réguliers de travail permet de se renseigner et de savoir comment on peut devenir propriétaire. Enfin, comment on peut emprunter. On a quand même des seuils à respecter au niveau de la Banque de France. Une personne seule ne doit pas dépasser, doit pas avoir un seuil inférieur à 750 euros. Tout ça, ça doit. Mais globalement, on va dire tous ceux qui poussent la porte d'une banque aujourd'hui, ils sont en capacité de prêter largement. Enfin, s'il y a un bon fonctionnement de compte, s'ils travaillent depuis des années, s'il est CDI, s'il est CDD depuis plus de 2 ans, nous, Créacol, on les accompagne. S'il est intermittent du spectacle, on les accompagne aussi. Donc, il n'y a pas. Honnêtement, le frein à devenir propriétaire, il n'y a pas de frein. Il faut avoir un petit peu d'apport ou pas nécessairement? L'apport aujourd'hui, enfin nous à Charente-Périgord, Créacol, la notion d'apport, on ne l'a jamais mis en avant. On peut emprunter toujours à 110%. L'épargne. L'épargne. Et un peu d'épargne. Il faut de l'épargne. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas d'apport, pas d'épargne, c'est très compliqué. Il y a des gens qui sont exclus, qui pourront jamais devenir propriétaires. Non, alors moi je dis on n'est jamais exclu, même interdit bancaire. Quelqu'un qui n'a pas d'épargne, qui n'a pas d'apport, qui a des revenus corrects, qui fonctionne bien, on lui prête. Une personne seule avec un petit salaire sans apport peut... Stéphane, c'est quoi un petit salaire? Non, si vous me dites oui, formidable, mais vous avez le... Aujourd'hui, quelqu'un qui a mis 350 euros, on va dire, en salaire, en SMIC, donc vous adossez les 35%, ben, il est en capacité d'emprunter 450, 500 euros, 450 euros par mois. Donc ça veut dire qu'il y a un bien à peu près de 110 000. On trouve des biens. Voilà. Vous m'avez dit, quand on a préparé ensemble ce débat, que les banques se sont détendues. Ça veut dire quoi, les banques se sont détendues ces dernières années? En fait, on a détendu. Déjà, détendu en termes de délai, aujourd'hui, on est capable de rencontrer un client le jour même et lui donner une réponse à l'instant T. On vous suit. Par rapport aux données qu'il nous a données, on les suit à l'instant T. Et puis, détendu, c'est la réactivité, c'est peut-être une ouverture d'esprit qui est un peu plus large qu'on avait auparavant. Peut-être aussi que le client a peut-être moins de frein d'aller voir son banquier qu'il n'avait auparavant. Vous savez, ce tapis rouge, je vais voir le banquier pour aller chercher mon prêt,
Ce tapis rouge, il a peut-être disparu. Alors, il y a peut-être aussi un environnement aussi qui a accéléré les choses. Bon, il y a le monde de courtage qui sont arrivés, donc il y a une espèce de tiers de confiance qui est arrivé pour assurer ses clients. Tout ce qui est digital, la communication fait qu'aujourd'hui, un client, il est quand même, il est en position de, je dirais qu'il est en position de force quand même par rapport aux banques. Hein. Il est acheteur, il a besoin de nous on a besoin d'eux aussi. Hein. Donc c'est un prêteur, un emprunteur, c'est un bon couple. Hein. Voilà. Sans être trop technique, on a parlé rapidement des taux d'intérêt. Comment ils ont évolué et ils n'ont quasiment pas bougé. Est-ce que c'est une partie de l'explication du regain? Corinne Piller, vous avez peut-être... Oui, on voit bien que les taux sont stables. Moi, ça me fait beaucoup sourire à chaque fois quand j'entends les taux vont remonter, les taux vont remonter. Ça fait 3 ans que j'entends que les taux vont remonter. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut dire vraiment comment vont se comporter les taux, mais c'est vrai que si on regarde le passé, on est sur une stabilité. Ce qui fait que l'enveloppe de l'emprunteur est toujours très intéressante. Et aujourd'hui, les emprunteurs ont compris qu'il fallait se pencher aussi sur le coût de l'assurance emprunteur, parce que vous savez qu'on ne vous prêtera jamais d'argent sans que vous soyez assuré en cas de décès ou en cas de maladie. Et ça, maintenant, voilà, ils comprennent que c'est une partie qui est importante. C'est même souvent la partie la plus chère, maintenant, du coût de l'emprunt. Et ça... Nos partenaires bancaires l'ont compris maintenant, eux aussi ont adapté, ont revu leur offre à la baisse pour justement... Enfin, l'offre en termes de prix à la baisse, oui, pas en termes de... Pas en termes de qualité. De garantie. C'est vrai, pas en termes de qualité, hein, c'est-à-dire qu'on parle bien qualité équivalente. Voilà, ça fait partie, nous, de notre métier aussi, d'aider à comparer le client entre une assurance à la banque et une assurance externe, et quelquefois ils aperçoivent que suivant le profil, l'assurance bancaire, elle n'est pas à pâlir. C'est ça notre job, en réalité. D'ailleurs, en parlant de garantie, depuis on va dire un peu plus d'1 an, aujourd'hui, on adosse beaucoup de prêts avec une perte d'emploi. C'est-à-dire En fait, en cas de perte d'emploi, le client, on prendra en charge sa mensualité. Donc c'est important. Donc ils sont sensibles à ça. Est-ce qu'il y a une évolution quand on emprunte aujourd'hui sur la période 25 ans, c'est 5 ans, c'est 7 ans. La durée, les choses ont évolué là-dessus. La durée moyenne, on va dire en France, de la durée de prêt, c'est 235 mois. La durée moyenne sur nos territoires, c'est 222. On a gagné par rapport à 2019 à peu près 1 an. On était. C'est un peu moins de 20 ans alors Ouais, c'est un peu moins de 20 ans. En moyenne, c'est durée moyenne. C'est durée moyenne. Moyenne. Voilà, si on prenait par structure d'âge, les jeunes, on est plus sur 25 ans. Voilà, tout à fait. Mais celui qui a déjà 55 ans, 25 et les ans, remboursements de crédit, c'est en moyenne tous les combien? Ici, sur notre région, là, oui. On est à 8 ans, 9 ans. Ça veut dire qu'au bout de 8 ans, ils remboursent leur crédit parce qu'ils ont vendu leur bien. Oui, il y a autre chose. Donc ça veut dire que la durée moyenne, et ça a diminué, j'imagine, avec le temps Non, ça c'est régulier. régulier. C'est pas... Donc tous les 8-9 ans, les gens vendent leur bien, en fait. Remboursent leur prêt. C'est prêt. ça qui est aussi assez nouveau, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une maison toute sa vie, à partir du moment où on l'achète, et quand on a remboursé son crédit, on ne fait plus aucune transaction. Ça c'est nouveau. Les gens bougent, les gens sont mobiles, quand ils changent de travail, de lieu géographique, ils vendent leurs biens, ou quand des événements familiaux, la survenance, la naissance d'un enfant, malheureusement des séparations aussi, tout ça explique que on rembourse le crédit, on achète un autre bien. On ne reste plus 60 ans ou 40 ans, ça arrive encore, hein, heureusement, mais voilà, c'est ce qui explique aussi qu'il y a de la rotation. C'est vrai, je vous rejoins, là, beaucoup de rotation, et c'est vrai que ces derniers temps, avec cette augmentation des prix, les gens veulent vendre leur maison. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à retrouver un bien équivalent. Parce que c'est rare, parce que c'est cher. Et c'est pour ça que... Mais vous voyez vos clients plusieurs fois, en tout cas. Vous ne voyez pas un client une fois. Non, plusieurs fois. Voilà. Et de plus en plus souvent. Oui, tout à fait. Et alors, il y a aussi un autre phénomène que vous nous glissiez tout à l'heure, Camille Amann, au-delà de la maison ou de l'appartement que l'on achète en tant que résidence principale, il y a aussi une envie de plus en plus importante des Charentais aussi de constituer un patrimoine, c'est-à-dire, là on parle de l'accession à plusieurs biens, ça aussi c'est quelque chose d'assez nouveau qui s'est développé.
Oui, alors moi je le constatais, j'avais des marchands de biens, donc c'est des professionnels de l'immobilier qui avant achetaient des petits studios ou même plus des immeubles de rapport, donc des immeubles entiers, pour faire de l'investissement locatif. C'était des gens très aguerris, expérimentés. Et maintenant on a une clientèle, un public nouveau, qui sont des moins de 30 ans, qui ont intégré le fait que, en tout cas ils ont peur pour leur retraite et ils veulent se constituer un patrimoine. Ils ont intégré ça, ils se sont dit l'immobilier c'est un bon moyen pour me constituer un patrimoine pour mes vieux jours en gros. Et c'est une démarche, tous ne sont pas comme ça, mais c'est une frange de la population. Et c'est assez intéressant parce qu'ils se sont formés eux-mêmes via des formateurs sur internet, ils ont des très bonnes connaissances en investissement, en structuration, en juridique, enfin voilà, ils savent de quoi ils parlent. Et ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux et ils y vont. Et nous, on a eu plusieurs acheteurs comme ça qui, moi j'étais assez impressionné, hein, des 25 ans qui vous expliquent qu'ils sont déjà à leur 5e, 6e investissement. Et effectivement, je pense que c'est le fait de savoir que la retraite sera moins élevée que ce à quoi ils pouvaient espérer, que voilà, on est sur des modifications de notre financement du système des retraites, et eux se disent je ne vais pas attendre mes 60 ans et peut-être ou 65 ou 70 ans, et je vais essayer de prendre les devants, de prendre le taureau par les cornes et de tout faire pour que j'ai les reins suffisamment solides pour le jour où j'arriverai en retraite, pour pas avoir de problème. Ils se constituent une SCI, ils viennent vous voir en vous disant voilà, qu'est-ce que je peux juridiquement faire, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, globalement, oui, une partie en SCI, mais c'est pas que des SCI, ça peut être directement en nom propre, hein, il n'y a pas que des SCI. Après, ou alors c'est des couples de copains qui vont emprunter pour acheter un bien, un immeuble. Parfois avec les parents. Tout à fait. Il y en a qui sont plus ou moins sophistiqués. Il y en a même, j'en ai vu un, qui avait une société holding qui chapeautait plusieurs SCI. Donc là, on est vraiment dans un niveau de sophistication et de professionnalisme qui est très élevé. Et pourtant, c'était un moins de 30 ans. Et puis des rendements qui sont quand même pas neutres. On est à peu près entre 6% sur le territoire. C'est pas mal. Oui, alors ça, c'est vraiment la partie investissement. Mais plus la ville est grosse, en général, plus les rentabilités baissent. C'est-à-dire que comme les prix d'achat à l'achat sont élevés et que les loyers sont plafonnés, plus ou moins dans toutes les villes, je veux dire par là que les loyers ne montent pas jusqu'au ciel, et les rendements, c'est-à-dire la rentabilité, combien rapporte le loyer par rapport au prix d'achat, est très intéressant sur l'achat moyen. Sur les villes moyennes en fait. Sur les villes moyennes, type Angoulême, Limoges, je sais aussi que c'est très intéressant. Et donc ça attire toute cette population, notamment de Bordelais, on a beaucoup de cas, qui ne trouvent plus de biens à acquérir pour faire leurs investissements à Bordeaux et n'ont plus de rentabilité suffisamment intéressante pour rembourser leur crédit et qui viennent en fait chercher des opportunités, c'est vraiment ça, sur Angoulême. Et enfin sur Angoulême, sur Cognac, même maintenant on a des villes comme Mansle où des investisseurs arrivent. La Rochefoucauld aussi, là c'est plus pour des raisons touristiques, ils veulent faire du Airbnb, de la location courte durée. Donc on a un marché qui change au niveau des investisseurs. Pour répondre à votre question sur la SCI, celui qui donne le conseil, c'est le notaire ou l'expert comptable. C'est-à-dire que nous, on n'a pas, juridiquement, on n'a pas donné de conseil par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est là où la personne doit se renseigner auprès de ces personnes pour avoir le conseil s'il doit acheter en bien propre ou en SCI. Le notaire qui était absent de notre échange aujourd'hui, et c'est un petit peu dommage, en tout cas ça pourrait être intéressant aussi d'avoir leur point de vue. Je voulais vous remercier à tous. Ça fait à peu près une heure, un petit peu plus d'une heure que nous sommes ensemble en train de discuter, d'échanger. Donc nous allons mettre un terme à ce débat. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci à nouveau à la Galerie MR de nous avoir accueillis aujourd'hui sur cette péniche. Ce programme vous sera proposé en replay dans quelques minutes pour ceux qui n'ont pas pu le suivre en direct. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée avec Charente Libre. Merci. Merci. Bon.